Parfois, une simple décision peut changer le cours d'une vie. À la fin de ses études, Carole part en Australie avec un objectif simple, améliorer son anglais et découvrir le monde. Mais ce qui devait être une parenthèse d'un an va rapidement devenir un véritable mode de vie. Et j'ai jamais voulu revivre en France après ça. De l'Australie à la Nouvelle-Zélande, en passant par les Caraïbes, Zanzibar ou encore le Mozambique, son parcours est fait d'aventures, de rencontres, de défis et de découvertes. Là, tu vas en avoir 500 000 autour de toi et j'ai l'impression que c'est une explosion, quoi. Monitrice de plongée, skipper et voyageuse passionnée, elle a construit sa vie à l'autre bout du monde, portée par l'envie constante d'explorer. Aujourd'hui, elle nous raconte comment un simple départ a fini par transformer toute sa vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vans Travel. Bonjour Carole, j'espère que tu vas bien. On était il y a quelques semaines avec toi en Nouvelle-Zélande. Je t'ai rencontré lors d'un événement touristique à Auckland et j'ai adoré ton histoire. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui pour faire un podcast avec Vans Travel. Et je vais te laisser te présenter pour commencer le podcast. Ok, bah merci Michael, oui. Oui, moi c'est Carole, à la base je viens de région parisienne, donc assez loin de la mer. Et ensuite, on va dire, au milieu de mes études, comme je voulais apprendre l'anglais, je suis allée explorer l'Australie et comme tu dis, ça a un peu changé ma vie et j'ai jamais voulu revivre en France après ça, plus ou moins. De Parisienne à la Nouvelle-Zélande et j'ai été à l'endroit où tu habites qui s'appelle Tutukaka, qui est un tout petit village à peu près à 2 heures et demie au nord d'Auckland. Donc un grand changement de vie. Et qu'est-ce que tu fais là-bas en Nouvelle-Zélande en ce moment? Donc je suis à la base prof de plongée, instructrice de plongée PADI et ça fait 2 ans maintenant aussi que j'ai fait mon skipper, donc capitaine de bateau et on plonge et on va aux îles qui s'appellent les Poor Knights Islands qui sont à 1 heure de la côte de Tutukaka et c'est une réserve marine qui a été faite on va dire assez connu grâce à Jacques Cousteau, donc un bon français de chez nous. C'est un super coin et on va dire que je suis tombée amoureuse et ça fait 8 ans maintenant que je suis là, donc ça fait un bout de temps. Alors, on va revenir sur l'avant et le pendant aussi, mais j'ai envie de revenir sur l'avant-voyage. Donc, comme tu l'as dit, ça fait 8 ans maintenant que tu es là-bas. Est-ce que le voyage a changé ta vie et comment tu vois le voyage et ce que ça a fait pour ta vie maintenant, en fait? C'est c'est vrai que je pense que déjà juste le fait de découvrir plein d'autres cultures et d'avoir vécu dans plein de pays différents avec des langages différents aussi. Bon après c'est vrai que j'ai surtout pratiqué c'est surtout en parlant anglais on va dire même si j'étais dans des pays qui étaient pas forcément anglophones mais ouais juste c'est tellement enrichissant tu sais juste de je sais pas de rencontrer comment les gens vivent autre part, tu vois? C'est autre que la région parisienne, entre guillemets. Alors, on va repartir depuis le tout début de l'histoire. Donc, toi, tu étais en master de management et marketing. Et pourquoi tu as décidé de faire une année de césure, en fait? C'est vrai qu'à la base, je voulais apprendre l'anglais et j'étais vraiment nulle en anglais. Au bac, j'ai eu 5 sur 20, donc tu vois, c'était pas terrible. Et c'est vrai que en fait, je voulais pas le faire à la fin de mon master parce que je m'étais dit, oh, si je trouve un boulot juste après mon master, je vais pas pouvoir le faire. Donc je me suis dit, je vais faire ça entre ma première année et ma deuxième année. Parce que c'était possible entre guillemets et donc j'avais regardé un peu surtout pour le faire en Australie parce que l'Angleterre ça m'intéressait moyen. J'avais vraiment envie de grands espaces, tu vois, un truc que ça soit différent de l'Europe entre guillemets. Et du coup j'ai regardé et c'est là que j'ai entendu parler des PVT. C'est vrai que j'avais jamais entendu parler de PVT avant. Et c'est vrai que à la base, pour faire juste un cours d'anglais, t'as pas forcément besoin d'avoir un PVT. Mais comme j'ai fait que 6 semaines de cours d'anglais, en fait, au final, j'ai fait du woofing et j'ai bossé dans des fermes et tout ça. Donc, ça a fait du sens d'avoir utilisé le PVT, quoi. Mais ouais, et c'était parti de ça à la base, vraiment juste apprendre l'anglais, quoi. C'était un truc tout bête et j'ai choisi Cairns pour faire les cours d'anglais.
parce que bah, j'étais déjà plongeuse à l'époque, j'étais pas pro, mais ouais, j'avais juste envie de pouvoir profiter, on va dire, de la grande barrière de corail en même temps qu'apprendre l'anglais. Et c'est vrai que j'ai choisi de faire un cours, donc de joindre une école d'anglais, parce que j'avais vraiment peur, en fait, à la base, vu que je parlais vraiment pas anglais. Et je suis restée en famille d'accueil aussi pendant les 2 premiers mois. Pareil, juste pour ne pas avoir l'impression d'être bah, abandonnée à l'autre bout du monde sans connaître personne et sans parler la langue, quoi. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 21 ans. Ouais, donc c'est voyage jeune et puis en plus l'arrivée à Cairns, c'est pas un choix que beaucoup de gens font. La plupart des gens partent dans des grandes villes comme Sydney, Melbourne ou Brisbane. Mais bon, je pense que là pour toi, c'était un peu joindre l'utile à l'agréable aussi avec la plongée en même temps, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Et c'est quoi tes premières impressions? On va commencer par l'Australie, mais c'est quoi tes premières impressions quand tu arrives en Australie? Ah, c'était super dur. C'était, je parle, enfin, vraiment, déjà, rien que dans l'avion, les gens, ils n'arrivaient même pas à comprendre quand je demandais un verre d'eau. C'était à ce point-là. Donc, là, j'étais un peu la galère. Et ouais, c'est vrai que je suis arrivée en plus avec un gros décalage horaire. Et puis, il y avait quelqu'un qui est censé me récupérer à l'aéroport. Il était en retard. Donc, j'étais toute seule à l'aéroport de Cairns à attendre sur un banc en, en vraiment me questionnant sur mes choix de vie à ce moment-là. J'avais très envie presque de reprendre un avion dans l'autre sens. Mais ouais, et puis bon, au final, le gars est arrivé pour venir m'emmener à la famille d'accueil et je me suis très, comment dire, tu sais, en anglais, overwhelmed, toi, t'es juste, enfin, tout le monde essaie de te parler, enfin, tout le monde dit que c'était super gentil, mais j'étais complètement à la ramasse, quoi. Ouais, c'était vraiment complètement décalé, quoi. J'étais perdue, on va dire. Mais ouais. Je me retrouve un peu en toi parce que mon arrivée était pareille que la tienne où je ne parlais pas un mot d'anglais et même demander un verre d'eau c'était un challenge et je me suis retrouvé avec quelqu'un dans un avion pendant je crois 8 ou 9 heures et elle m'a parlé pendant tout le vol et je lui faisais des yes, yes, no, no, ha 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 et je ne comprenais pas un sombre mot de ce qu'elle me disait. Elle était pleine de bonne attention et hyper gentille. J'étais comme toi, je me dis mais qu'est-ce que je fous là et pourquoi je vais là-bas donc je comprends un peu le feeling quoi. C'est difficile, hein. Ouais, c'est dur sur le moment. C'est pas simple sur le moment mais après c'est que des bons souvenirs finalement on est en rit maintenant quoi. Ah, carrément, ouais. Mais je me souviens même d'ailleurs, moi, dans l'avion, j'avais un mec qui essayait de me parler, j'avais un mini dictionnaire, tu sais, et je crois que tous les 2 mots, j'essayais parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas toutes les applications et tout sur les smartphones, donc j'avais, j'avais mon petit dictionnaire et ouais, bon, bref. Et c'est des bons souvenirs. Ouais, carrément. À quoi ressemble un peu, donc, comme tu l'as dit, tu es venu faire des cours d'anglais, tu as fait un peu de plongée. Après, c'était quoi les jobs que tu as fait? Tu parles de woofing. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu tes expériences professionnelles en Australie? Ouais, alors c'est vrai que ma première année en Australie, ça a été assez difficile. Après que j'ai fait les cours d'anglais, j'ai trouvé un truc qui était juste derrière Cairns, dans les Tablelands, qui est quoi, 1 heure et demie peut-être sur les plateaux derrière. Et ça faisait un peu arnaque entre guillemets. Donc enfin, tu payes le logement dans un backpackers et ils sont censés te trouver des contrats dans les fermes aux autour. Et je pense que j'étais là pendant 2 semaines et ils ont dû me faire travailler 2 jours, même pas. Et ouais, c'était un peu limite niveau argent entre guillemets. C'est vrai que j'ai quand même pas mal galéré. Et ouais, ça, en plus à l'époque, je me suis fait un copain à Cairns et du coup j'étais pas à côté. Enfin bon, et donc je suis retournée à Cairns et là j'ai fait du volontariat sur des bateaux de plongée où bah je nettoyais. Enfin j'étais sur des bateaux de croisière donc je nettoyais. Je faisais la plonge et je nettoyais les chambres et en échange je pouvais plonger. Euh, donc j'ai fait ça un petit peu et ensuite après bah, ça commençait un peu à être tendu au niveau argent donc je suis partie, j'ai trouvé un woofing. Donc le woofing, ouais, c'est t'es logé, t'es nourri et tu bosses un peu. Et donc j'étais dans le Victoria et j'ai travaillé pour un entraîneur de chevaux de course et ensuite, j'avais eu un contact c'était une Française que j'avais rencontrée quand j'étais à Cairns, qui m'avait donné un contact d'un mec qui était près de Cooktown, donc vraiment nord-nord
de la pointe du Queensland et elle m'avait dit que si je faisais quelques mois avec lui, j'étais qualifiée pour faire pour appliquer pardon un deuxième PVT en Australie. Et donc j'ai contacté le mec et tout, et puis c'est vrai qu'elle m'avait dit ouais c'est super, en plus c'est vraiment sauvage, enfin c'est et donc ouais et donc je suis allée là-bas, je suis restée avec lui, et maintenant c'est un très grand pote. Je retourne en Australie de temps en temps et je vais le voir à chaque fois ouais c'est devenu une belle amitié et c'était une expérience extraordinaire aussi parce que c'était vraiment au milieu de nulle part Tu faisais et quoi? euh, c'était une plantation d'arbres, je crois que c'était du teck, je sais plus trop quel, mais et en fait, il fallait juste s'occuper des bébés arbres, donc enfin, ils étaient plutôt grands. Il fallait juste faire couper les lianes qui poussaient par-dessus. J'ai pas bossé très dur, hein. On a fait beaucoup de aventures, pêche, camping et se baigner dans les rivières à crocodiles. Mais ouais, c'était pas dur comme boulot. Il faisait juste super chaud, quoi. C'était très, très chaud. T'aimes les expériences différentes? Parce que moi, je suis depuis 15 ans en Australie et s'il y a une partie où j'ai pas été, c'est là parce que c'est quand même une partie très éloignée et loin de tout. Toi, tu choisis une ville que personne ne choisit pour l'arrivée Cairns. Tu vas à Cooktown pour faire tes fermes. T'aimes les choses un peu différentes, j'ai l'impression. Ouais, mais en fait, moi, enfin, j'adore la nature, tu vois. Je voulais un truc sauvage, quoi. J'avais pas envie d'aller dans une ville, parce que, bah, je viens de Paris, déjà, tu vois. Donc, c'est vrai que j'étais un peu en mode, bah, ouais. Et ouais, donc non, ouais, c'est clair. Cooktown, tu peux pas faire beaucoup plus reculé, carrément. Ouais. Donc toi, tu as fait ta première année, tu es rentré pour finir tes études en France, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quoi ton état d'esprit quand tu repars de l'Australie et que tu rentres faire tes études? Bah, je vais y retourner parce que du coup, j'avais fait le boulot pour signer le deuxième PVT, mais c'est vrai que j'étais pas trop sûre de quand j'allais y retourner. Et c'est vrai que j'avais vraiment cette idée parce que du coup, d'avoir été près de Cooktown, j'avais entendu parler du coup de la pointe vraiment extrême Cape York et j'avais vraiment cette envie d'y aller, mais il faut un 4x4, tout ça, machin. Et, euh, et ouais, mais c'est vrai que l'idée c'était bah je rentre, je finis mes études et puis bah à un moment j'y retournerai quoi. Mais j'étais quand même open pour si je trouvais un boulot après la fin de ma deuxième année, de faire un an ou un truc comme ça, et ensuite de repartir. Et puis, bah, c'est pas arrivé, donc. Donc en fait, tu es juste rentré pour ton année d'études et tu es reparti directement en Australie, c'est ça? Ouais, bah, c'était un truc sur un an et demi, parce que c'était un genre de master en alternance, et donc c'était sur un an et demi. Et ensuite, j'ai fait 6 mois, 6 mois au chômage. J'avais 3 amis qui se mariaient et tout, donc je suis restée en attendant. Et j'ai essayé de trouver un petit boulot, mais j'ai pas trouvé pendant 6 mois. Et du coup, bah, j'ai dit bon, bah, c'est pas la peine. De toute façon, j'ai un master, j'arrive pas à trouver de boulot, je vois pas l'intérêt de rester. Donc, je suis repartie. Donc, j'ai fait 2 ans, en gros 2 ans en France entre mon premier PVT et mon deuxième. J'ai une question qui me vient en tête. Après cette année, comment était ton anglais après la première année passée en Australie? Ouais, bah, déjà, par exemple, bah, ma deuxième année, c'était en alternance et j'ai bossé pour une boîte qui est à la base américaine et la seule raison pour laquelle ils m'ont pris, c'est parce que j'avais un bon niveau en anglais. Donc, ils ont été impressionnés pendant l'entretien. Ils m'ont dit oui, alors, ils m'ont demandé une question, il fallait que je réponde en anglais et je leur ai répondu. Je me souviens que les deux nanas qui me faisaient l'entretien, elles se sont regardées toutes les deux en disant oh, donc ouais, ça s'était bien, 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 bien amélioré quand même. Ah, puis tu as mis tout de ton côté, c'est-à-dire que toi, tu as commencé par des cours d'anglais pour décomplexer et ensuite tu t'es isolé dans des endroits où il y avait sûrement pas beaucoup de français, tu devais être la seule, donc dans le coup, c'était anglais toute la journée, quoi. Donc je pense que ça a vraiment aidé pour améliorer rapidement, quoi. Ah, carrément. Bah, j'ai quasiment pas vu de français de tout mon premier PVT, ouais. C'est un peu la recette pour s'améliorer rapidement. Ah, bah, t'es obligé, hein, c'est la survie. C'est, sinon tu t'en sors pas, ouais. Alors toi, c'est bien parce que dans le coup, il y a un peu ce retour en France pendant 2 ans, les études, etc. Et c'est quoi ton état d'esprit? Parce que toi, tu connais déjà l'Australie, tu as passé ta première année, donc tu reviens pour ta deuxième année de PVT. Dans quel état d'esprit cette fois-ci? Oh, bah, beaucoup plus zen, carrément. Et puis, en plus, c'est vrai que comme j'avais fait, parce que même, pourtant, j'étais en France pendant 2 ans, tu peux te dire, bah, tu perds un peu le niveau, tu parles plus beaucoup anglais.
Mais c'est vrai que j'avais quand même, bah, vu que j'avais ce truc en alternance où on était dans l'équipe européenne, donc je bossais en anglais aussi, donc ça m'a permis aussi de garder un peu enfin ouais le langage entre guillemets, de pas être trop ouais, de pas le perdre entre guillemets. Et ouais, et ensuite quand je suis retournée en Australie, bah en fait je suis retournée voir bah, mon ami là qui était chez qui j'avais bossé les 2 derniers mois près de Cooktown, et il m'a aidé à trouver le 4x4 et tout. C'était cool parce que si tu t'y connais pas en voiture, ça aide d'avoir quelqu'un qui y connaît un peu plus, quoi. Ouais, tu rentrais un peu chez un pote, c'était un peu plus simple pour toi et en plus en parlant la langue, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, en plus, lui, il vivait plus du tout au milieu de nulle part, donc c'était plus facile pour trouver une voiture. Donc toi, ta deuxième année, tu reviens en Australie et là, le but, comme tu nous l'as dit, pendant la première année, tu aurais bien aimé avoir un 4x4 pour faire Cape York et un peu plus d'aventure. Donc c'est ce que tu as fait, tu as acheté un 4x4, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'était un petit 4x4, hein, j'avais un budget assez limité, mais ouais, j'ai acheté un Suzuki Grand Vitara. Et donc, c'était quoi l'idée de la deuxième année? C'était que du voyage aventure 4x4, fallait bosser un petit peu entre-temps pour faire un peu de sous également. Elle s'est passée comment cette deuxième année? Ouais, ouais, bah c'était ça, c'était Cape York, faire Cape York, et ensuite je voulais faire donc Northern Territory, et ensuite aller jusque à Perth en longeant la côte ouest, et de bosser, oui, entre-temps. Et ma deuxième année, elle s'est passée bah pas vraiment comme je le voulais, parce que bah le 4x4 m'a un peu lâché au pire moment qui puisse. On était sur la route de Cape York, on était peut-être à, je sais pas, 200-300 kilomètres au sud de Cape York. Bah, c'était quoi qui m'a lâché? C'était la boîte de vitesse qui m'a lâché. Et ouais, et on s'est fait remorquer, ça m'a coûté une fortune. Et en plus, pour faire, bah, il y avait un garage là-bas. Oui, la ville, elle s'appelle Wipa. Wipa, c'est une petite ville minière. Ça va vraiment basé que sur ouais, que sur sur ces mines qui sont aux alentours. Mais le garage, du coup, il marche bien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Cape York, et c'est une route qui est très très dure pour les voitures. Et donc il y a beaucoup de gens en fait qui tombent en panne. Donc j'étais au camping, j'ai rencontré plein de gens qui étaient en panne aussi. Et ouais, en plus, mais par contre, ça prend du temps à réparer parce que bah, s'il faut des pièces, faut que les pièces, elles se fassent, ils se les font livrer, je sais pas, de Sydney, de Brisbane, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps pour qu'ils réparent. Et en plus de ça, en plus de ça, ils ont récupéré la mauvaise pièce. Donc du coup, ils ont dû la renvoyer pour en récupérer une autre. Ça a duré pas mal de temps. Et donc ouais, entre-temps, j'ai rencontré des Australiens sur le camping, et c'est vrai que j'avais un peu mes rêves brisés parce que je voyageais avec un mec, et lui, bah, quand ma voiture est tombée en panne, il pouvait pas rester, donc il est parti, donc il m'a laissé avec mon 4x4 au milieu de nulle part, entre guillemets. Et ouais, et donc du coup, j'ai eu des Australiens qui m'ont un peu pris ils m'ont un peu adopté, et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Scott, et Scott il m'a dit mais je vais t'emmener à Cape York si c'est ton rêve, je vais t'emmener. Et on est parti il avait un 4x4, un gros Hilux, enfin avec du matériel que moi j'avais pas du tout, hein, et que j'aurais pas du tout pu faire la même chose que ce que j'ai fait avec lui. On a fait comment ça s'appelle, un chemin qui s'appelle le Old Telegraph Track, et c'est super dur pour les voitures, c'est traverser des rivières. Enfin moi j'aurais jamais pu faire, moi j'aurais dû prendre la grande route principale entre guillemets. Et avec lui j'ai pu faire le Old Telegraph Track. C'est un truc, enfin, tu traverses des rivières, t'es au milieu de nulle part. C'est super. Et c'était cool parce que lui il y va presque tous les 2 ans, donc il connaît super bien le coin. Il m'a montré plein de spots. Ouais, c'était super. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance, on va dire.
Alors ton histoire, elle est très drôle et c'est génial d'interviewer des aventuriers comme toi et d'autres qu'on a eu parce qu'on a fait un podcast il y a quelques temps avec quelqu'un qui s'appelle Léo Nomade qui a traversé toute la Nouvelle-Zélande à pied, les deux îles entre à pied et rivière. Et en fait, bah, il disait un peu comme toi où il lui arrivait une grosse galère parce qu'il ramassait les déchets sur son chemin et il avait une boîte et la roue de la boîte a cassé en cours de route hein, et il s'est retrouvé avec ses déchets et il voulait prendre les déchets absolument. Et en fait, il a cherché pendant plusieurs jours un moyen. Il a fini par trouver une ferme où le fermier a été absolument adorable et il avait cette espèce de grosse charrette hein, qu'il a réparée pour lui, qu'il a revissée et tout, mais il n'avait pas d'argent, mais il lui a donné gratuitement. Et en fait, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'aurais pas eu cette charrette, je n'aurais pas pu ramasser autant de déchets pendant ce voyage. Et toi, l'histoire, elle est un peu pareille avec la panne du 4x4 où finalement, cette galère, bah, elle arrivait sur quelque chose de très positif. Hein. Et c'est ça aussi l'aventure. Les galères, je pense qu'il faut les prendre positivement en disant, elles sont arrivées pour quelque chose et t'en es la preuve une fois de plus, quoi. Ah, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Donc après ces aventures, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as retrouvé du travail en ferme, tu as travaillé entre-temps? Ouais, alors du coup, bah, comme ce que ça a pris vraiment très longtemps avec le 4x4, j'ai pris un avion, je suis allée à Sydney, et j'ai fait peut-être quoi, un mois et demi à Sydney où j'ai bossé dans un petit café. Bon, c'était pas, je suis restée chez un ami. Et, euh, et c'était pour ça d'ailleurs que je suis allée à Sydney, c'est parce que j'avais un ami qui était là et je m'étais dit ça sera sûrement le meilleur spot pour trouver un petit boulot. Et ensuite, ensuite je suis allée récupérer ma voiture une fois que ça a été réparé. Et ensuite, bah, j'allais rejoindre une amie qui est une amie que je connaissais de France, et elle arrivait à Darwin, et donc j'ai fait donc de Wipa Cairns, et ensuite jusqu'à Darwin pour aller la récupérer. Et là, on a commencé à voyager ensemble. On voulait traverser les Kimberley, mais c'était plus trop la saison, du coup, on a été un peu en retard. Et ensuite, continuer jusqu'à Perth. Et, et on s'est arrêté en chemin. Pour faire un petit boulot, juste pour se faire un peu d'argent, on a ramassé des citrons verts dans une ville qui s'appelle Kununurra, qui est dans le Western Australia, juste à la moitié. Et, euh, et ouais, et du coup, ensuite, on a continué la route après avoir fait 2 semaines avec les citrons verts. Et ensuite, eh bien, la voiture est tombée en panne de nouveau. Ah, la galère des véhicules, quoi. Donc dans le coup, vous travaillez sur la côte ouest dans une ferme au citron et qu'est-ce qui s'est passé après le travail en ferme? Donc oui, on a continué le Broome jusqu'à Port Hedland. Et là, on quittait Port Hedland pour aller à un parc national. Et en fait, j'ai commencé à entendre un bruit dans ma voiture, et ça faisait le même bruit que ça faisait quand j'étais à Capua. Donc on a fait demi-tour, on est retourné à Port Hedland et on a trouvé un garage. Le garagiste était super sympa, il a conduit la voiture, il m'a dit ouais, c'est le même problème. Et en gros, ça allait tomber en panne encore un moment. Du coup, bah ouais, j'ai dit allez, c'est bon, j'arrête de faire les frais. Et j'ai vendu la voiture pour 1 000 $ à un mec qui avait l'air de son hobby de retaper les voitures. Et j'ai pris un billet pour Perth et je n'avais plus que mes yeux pour pleurer. C'est une galère qui arrive beaucoup à les jeunes backpackers qui arrivent ici parce qu'ils achètent des voitures pas chères en se sentant protégés à l'autre bout du monde. Mais malheureusement, c'est les mêmes problèmes qu'en France, quoi. T'achètes une voiture pas très chère. Des fois, c'est des voitures qui passent de main en main, bah, comme en France ou partout quand t'achètes de l'occasion, quoi. Et il y a des grosses galères qui arrivent et ça coûte très cher la mécanique en Australie. Donc voilà, t'es un peu la preuve humaine que ce sont des choses réelles qui arrivent, quoi. Ouais, surtout si tu es au milieu de nulle part, ça coûte encore plus cher. C'est bien parce que là, tu me fais de la pub. C'est mieux de venir louer un van ou un camping-car avec Vans Travel et pas avoir ces galères et pas te réparer des pièces à 5 000, 6 000, des fois 8 000 quand c'est un moteur, plutôt que d'aller acheter un véhicule et avoir des galères. Donc, si tu es basé dans une grande ville, peut-être que c'est peut-être mieux de passer par une location finalement. Ouais, c'est vrai que ça m'aurait coûté sûrement moins cher. Ouais, on voit pas comme on dit en anglais de big picture. On voit toujours, bah oui, je vais acheter parce que je vais revendre, je vais faire la même somme. Malheureusement, s'il y a des choses qui arrivent dans l'entre-deux, ça coûte plus la même somme, quoi. Ouais, carrément. Et de Perth, tu as continué à voyager quand même ou ça a été un retour en France dans le coup? De Perth, ah non, bah non, du coup, j'ai recontacté le fermier chez qui j'avais bossé pour les citrons verts. Et elle, ma copine avait d'autres plans, donc on s'est séparés avec ma copine. Et moi, j'ai pris l'avion et je suis retournée chez le fermier.
et j'ai bossé là-bas pendant peut-être 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai bossé mais dur, dur quoi. J'étais payée à l'heure, j'ai fait des heures quoi. Fallait que je fasse de l'argent. Donc j'ai beaucoup bossé. Après, il était super sympa le fermier, c'était une petite exploitation, hein, donc c'est devenu un ami aussi. Il a pris soin de moi aussi le temps que j'étais là et tout. C'était même lui qui me disait: «Mais tu veux pas faire des pauses?» Et moi j'étais: «Non, non, faut que je continue». Fallait renflouer les caisses. Bah, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et puis en plus après c'était aussi le but de, bah, je vais continuer à pouvoir faire d'autres voyages après, donc ouais, c'était parce que j'avais encore quand même, peut-être 6 mois je crois, plus, sur mon PVT. Et donc, ces 6 mois, tu les as quand même passés en Australie ou tu as décidé de rentrer en France? Non, j'ai continué j'ai fait bah, ouais, j'ai travaillé donc du coup j'ai fait pas mal je me suis fait pas mal d'argent, pendant ces 2 mois et ensuite j'ai retrouvé ma copine, française et là on a loué une petite voiture, et on a visité de Perth, on a fait Perth, c'est le sud de Perth pendant 2 semaines. Alors on l'a fait en mode budget, hein, on dormait dans la voiture, là pour le coup j'aurais mieux fait de louer un van, mais pas une petite voiture. Et ouais, et on a voyagé comme ça pendant 2 semaines et ensuite retour à Perth et là j'ai bossé pendant 3 mois dans une ferme, qui était à 1 heure de Perth. C'est bien parce qu'on voit que dans toute ton expérience PVT, pas comme des gens qui restent en ville tout le temps ou qui changent pas vraiment d'horizon. Toi, tu as quand même énormément d'expériences, des expériences différentes et peut-être des expériences, j'imagine, que tu n'aurais même pas eu en France, quoi. Ah ouais, non carrément pas. Bah, juste, les enfin là, on va dire les étendues de pH que tu as, en Australie, ça a rien à voir avec la France, quoi. Bon, maintenant, on va parler de la plongée parce que c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui. Donc, toi, il y a eu un retour en France après le deuxième PVT et c'est là où a commencé ton aventure professionnelle de plongée, si je me trompe pas. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est vrai que je suis rentrée de l'Australie et j'étais en mode: «Ah, je peux pas revivre en région parisienne». Ouais, je me voyais vraiment pas retourner à la vie normale. Je m'étais rendu compte que, bah, peut-être que je bossais dur dans les fermes, mais j'étais dehors et j'adorais ça. Et du coup, j'avais rencontré un Allemand quand j'étais en Australie et il avait fait son dive master, et il m'avait dit: «Bah, si tu fais ton dive master, tu pourrais faire de la plongée et bosser et voyager en même temps». Et donc c'est lui qui m'a donné l'idée et donc je suis rentrée en France, j'ai fait les vendanges en Champagne juste pour faire un peu plus de sous et je suis partie dans les Caraïbes donc ouais, sur une île qui s'appelle Utila qui appartient, au territoire du Honduras et c'est une île qui est très connue pour faire, bah, pour faire des cours de plongée. C'est «pas cher» entre guillemets, ça reste de la plongée mais c'est voilà, c'est pas aussi cher que, on va dire, la plupart de d'autres endroits et et puis, bah, c'est un peu la fête aussi donc c'est sympa quand tu as 20 ans, d'être là-bas en même temps. Et t'as fait quoi là-bas exactement dans le coup? Ouais, donc j'ai fait mon dive master, heu et à la base, c'était juste ce que je devais faire et puis ils m'ont un peu convaincue en me disant: «Mais si tu fais ton instructeur», donc qui est du coup moniteur, hem, bah, ils m'ont donné l'envie de le faire, on va dire donc j'ai fait ça et ensuite en fait, j'ai réussi à décrocher un boulot avec eux Donc, tu es et passé d'une passion à un emploi. voilà, c'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Puis, bah, c'est la vie dans les Caraïbes, hein, c'est une île dans les Caraïbes, donc il fait chaud toute l'année, et puis ouf, ouais, tu passes ton temps en short, en tongs, et puis tu plonges dans l'eau, enfin, c'est de l'eau bleue et chaude, quoi. Enfin, c'est les Caraïbes, quoi. Et donc, dans le coup, tu professionnalises un peu ça et tu pars dans beaucoup de destinations, Zanzibar, la Tanzanie, le Mozambique, Oman, beaucoup d'autres destinations. Donc là où tu pratiquais, tu étais instructeur de plongée dans ces destinations, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vas en ligne, sur des plateformes, il y a différentes plateformes où tu peux rencontrer, on va dire, des employeurs et donc j'envoyais mes CV et tout ça et puis, bah, après, bah, tu choisis, en fonction des réponses que tu as, où est-ce que tu veux aller. Donc ouais, après je me suis retrouvée à Zanzibar où ça a été très dur, ça s'est pas très bien passé et puis après je suis allée au Mozambique où là, c'était vraiment génial. Après ouais,
J'ai eu des hauts et des bas, on va dire. Le métier de la plongée, c'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très bien payé non plus. Et c'est pas toujours, on va dire, légal au niveau des visas des fois, donc c'est un peu difficile des fois à naviguer, on va dire. Et ouais, et du coup, bah, j'ai fait ça pendant 4 ans comme ça. Ça t'a permis de beaucoup voyager. Ton métier te permet de voyager dans beaucoup de destinations, quoi. Ouais, ouais, bah, carrément. Bah, après, en plus, c'est du voyage, mais c'est du voyage, bah, tu vis aussi, en fait. C'est pas juste le touristique, tu vois. C'est vraiment, bah, tu vis et t'expérimentes la vie d'un coin. Ça, c'est cool aussi. C'est différent d'être juste un voyage touristique, quoi. Et en tant que femme, c'est quelque chose qui me vient en tête comme ça, mais justement, enfin, est-ce que la plongée sous-marine, c'est un monde très masculin, ou alors est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui la pratiquent? Et est-ce que c'était dur justement en tant que femme dans cette industrie? Je pense qu'en France, c'est très masculin. Mais pas avec Paddy, j'ai pas forcément eu l'impression, non. C'est juste dans certains pays, c'est plus difficile, évidemment, parce que, bah, Zanzibar, par exemple, c'est musulman, donc c'est pas tout à fait, comment dire, bah, la même chose que quand t'es dans les Caraïbes, on dit bien, pour être quand t'es une femme. Donc, c'était plus, on va dire, lié à la culture du pays dans laquelle j'étais que le métier de plongeuse en soi. Alors maintenant, on va partir sur la Nouvelle-Zélande où tu es actuellement. La petite Carole de 20 ans dans le marketing parisienne a complètement disparu. Et qu'est-ce qui t'a apporté en Nouvelle-Zélande un deuxième, enfin pas un deuxième, un troisième PVT, mais enfin un PVT dans un autre pays où il y avait une autre raison? Euh, Bah, c'est vrai que après différents boulots où c'était pas toujours facile entre guillemets dans différents pays, j'allais avoir 30 ans et c'est vrai que quand j'étais en Australie à l'époque, tout le monde me disait oh faudrait que t'ailles en Nouvelle-Zélande, ça je pense que c'est le truc, c'est les gens vont en Australie et ensuite en Nouvelle-Zélande, ou Nouvelle-Zélande ensuite Australie quand tu fais un PVT. Et c'est vrai que moi je l'avais pas fait parce que j'étais partie sur mon idée de plonger. Et je me suis dit: «Ah bah tiens, pourquoi pas, bah du coup faire le PVT Nouvelle-Zélande avant qu'il soit trop tard, avant que j'ai plus de 30 ans». Et puis en plus comme ça, je m'étais dit: «Bah ça va être cool, je vais fêter mes 30 ans à l'autre bout du monde». Et c'est spécial aussi, tu vois? Quelque chose de spécial pour tes 30 ans, on va dire. Et ouais, et du coup ça m'a pris du temps à préparer parce que, bah, tu sais, pour faire le PVT, des fois, tu as besoin comment on appelle ça, les radios des poumons et tout ça, surtout que j'étais dans des pays, en Afrique et tout ça, donc, ça m'a pris du temps à préparer. Et ensuite, pour bosser en Nouvelle-Zélande en tant que prof de plongée, il faut comment dire, un certificat encore. Bah, c'est pas une équivalence, en fait, c'est lié avec les Health and Safety, et Work Safe de Nouvelle-Zélande. Et donc, il faut faire comment dire, un certificat médical complet par un docteur de plongée. Donc, moi, j'étais en Espagne à ce moment-là, donc je l'ai fait à Barcelone parce que je voulais, en fait, arriver en Nouvelle-Zélande et pouvoir bosser tout de suite parce que, bah, c'est pareil, j'étais un peu ric-rac au niveau budget, quoi. Et alors, est-ce que dès que tu es arrivé en Nouvelle-Zélande, tu es arrivé où tu es aujourd'hui à Tutucaca pour, pour être instructeur de plongée ou tu as fait d'autres destinations avant ça? Ouais, je suis arrivée à Auckland. Je m'étais laissée une semaine à Auckland pour bah, ouvrir compte en banque, enfin faire les trucs administratifs. J'ai un peu exploré aussi en même temps. Et j'avais, on va dire, j'avais contacté mon patron et en disant, enfin mon patron maintenant, en disant, enfin on avait mis une période d'essai parce qu'ils font 5 jours de période d'essai avant de te donner un boulot. Donc j'étais même pas sûre d'avoir le boulot. Et donc, ouais, je suis partie directement ensuite à Tsutsukaka et j'ai eu le boulot. Donc, et puis jamais vraiment partie depuis. Bon, j'ai fait quelques voyages, mais j'ai principalement resté à Tsutsukaka les 8 dernières années. Qu'est-ce qui t'a plu directement dans cette petite ville, hein? Hem, Bah, c'est super, c'est magnifique la côte en fait, c'est super joli. Puis tu as des plages et il y a personne, tu vois? Enfin, c'est des plages magnifiques et bah, enfin, c'est pas comme ça que tu vas dans le sud de la France où tu même pas de quoi mettre ta serviette des fois et là tu es seule. Et puis, bah, en plus là du coup où je bosse, on est sur cette réserve marine, ces îles sont magnifiques.
c'est un endroit vraiment spécial. Ça m'a beaucoup touchée, on va dire, quand j'y étais. Et je suis tombée assez amoureuse du coin. Et c'est vrai qu'à la base, j'étais censée juste rester et bosser un été. Et bah, c'est vrai que j'avais pas mal de collègues à ma première année qui avaient été là pendant plusieurs années. Puis c'était des Européens. Puis je leur ai demandé, bah, comment ça se fait que vous êtes encore là? Et ils m'avaient dit, ah, bah, on a un visa de travail avec l'entreprise. Donc ça leur avait permis de rester plus longtemps. Et du coup, bah, comme ça me plaisait vraiment beaucoup, puis c'était vraiment dans des conditions de travail qui étaient quand même beaucoup plus différentes de ce que j'avais vécu avant, où c'était plus stable, financièrement, c'était aussi beaucoup mieux que la plupart des autres pays où j'ai été. Et donc je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas rester un peu plus longtemps parce que c'est cool quand même», et donc voilà, donc j'ai pris l'opportunité, on va dire, de faire mon visa de travail avec l'entreprise. Et ensuite, Covid est arrivé et ça m'a fait rester encore plus longtemps. Bon, ce qui est une bonne chose finalement. Ah, carrément, ouais. Bah, on va dire que c'est vrai que souvent les gens me disent: «Pourquoi tu as choisi la Nouvelle-Zélande?» Je dis toujours que c'est la Nouvelle-Zélande qui m'a choisie. C'est pas faux. Et j'ai envie de te demander, parce que justement, moi, je fais un petit peu de plongée aussi. Alors, pas à ton niveau, évidemment, mais dans le coup, tu pars des Caraïbes ou des eaux de l'Afrique, de sous ces poissons pleins de couleurs, de ces coraux. Donc, j'étais à Tutucaca il y a quelques semaines où j'ai fait la sortie également. Donc, évidemment, bah, il n'y a pas tous ces coraux, il y a beaucoup de poissons, mais c'est un décor complètement différent. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus en profondeur de ce lieu de plongée? Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce que l'eau chaude de l'Afrique ou des Caraïbes te manque pas parce que l'eau est fraîche là-bas? Parle-nous un peu de ton expérience plongée là-bas. C'est vrai que je pensais pas rester, et surtout pas en hiver. L'eau, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus froide. Je pense pas que je pourrais faire plus froid que la Nouvelle-Zélande. Et encore, nous, on est dans la région chaude de Nouvelle-Zélande, donc c'est pas mal. Mais bah, c'est vrai que c'est surtout des forêts de kelp, donc faut juste tu vas avoir les algues comme ça qui bougent avec l'eau, et bah ça déjà c'est super. Mais au-delà de ça, c'est les îles en fait sont pleines de grottes, d'arcs, et même s'il n'y a pas de coraux, bah en fait il y a des coraux quand même, donc il y a beaucoup d'éponges, il y a beaucoup de couleurs que les gens ne voient pas forcément. Mais quand tu vas dans ces arches et dans ces caves, ces grottes, pardon, c'est vrai que c'est plein de ces animaux bizarres qui poussent sur les roches et qui sont super colorés. Et puis en plus, le fait que ça soit une réserve marine, bah c'est des bancs de poissons que franchement, j'ai pas vu souvent dans les autres destinations où j'étais. Et qu'est-ce que tu peux voir comme là, quelqu'un qui écoute le podcast aujourd'hui, qui va en Nouvelle-Zélande dans quelques semaines ou mois, pourquoi il devrait venir à Tutucaca plonger? Est-ce qu'il va voir des espèces que tu ne peux pas voir ailleurs et quel genre d'espèces? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent plonger avec toi? Bah, enfin, franchement, pour moi, ce qui est spécial, c'est juste le nombre de poissons que tu peux voir. C'est pas forcément une énorme diversité d'espèces, mais c'est juste le nombre de poissons. J'ai jamais eu ça dans aucune autre destination où j'ai été. C'est-à-dire que tu vas être au milieu d'un banc de poissons et ils vont être là, et je sais pas, tu vas en avoir 500, 1000 autour de toi, et franchement, j'ai l'impression que c'est une explosion, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que j'adore, et c'est truc qui m'a, on va dire, qui m'a fait vraiment aimer aussi les Nice, quoi. C'est vraiment connu pour juste les bancs de poissons, quoi. C'est incroyable. Et je le confirme parce que moi je l'ai fait juste en masque et tuba parce qu'on n'a pas fait la plongée cette fois-ci et on est juste descendu dans l'eau et on était déjà à peine dans l'eau qu'il y avait des poissons partout autour de nous, quoi. On s'est retrouvé dans un aquarium au bout de quelques secondes, quoi. Donc c'était vraiment incroyable. Non, c'est vraiment, enfin, quand ça y va, ça y va, comme ça. C'est vraiment magique, quoi. C'est magique. Alors, tout à l'heure, je faisais la comparaison de Carole d'il y a une dizaine d'années. Et quand tu repenses à la personne que tu étais avant de partir et aujourd'hui la Carole que tu es devenue, est-ce que tu aurais imaginé cette vie en fait? Non, pas du tout, non. Ah, carrément pas. C'est-à-dire que moi, en région parisienne, je portais des talons, j'étais toujours en jupe, en robe. Maintenant, je passe mon temps en short, en claquettes, et bon, après, je mets un pull quand c'est l'hiver ici en Nouvelle-Zélande, mais non, enfin, franchement, jamais j'aurais imaginé que je vivrais maintenant ici en Nouvelle-Zélande. Je viens d'acheter une maison en plus en Nouvelle-Zélande. Ouais, j'aurais jamais pensé que ça allait arriver, non, vraiment C'était pas. un peu ma prochaine question, mais donc bah, la Nouvelle-Zélande est devenue ton chez toi, non?
Ouais, bah ouais, pour le moment. Après, moi je dis toujours la vie elle est faite de surprises, donc je dis pas que c'est pour toujours. Mais là, enfin pour ces prochaines années en tout cas, pour le moment je pense que ouais. Bah on attend aussi d'avoir notre citoyenneté avec mon fiancé. Et puis je pense qu'une fois qu'on aura ça, ça dépendra de financièrement, de comment ça se passe avec la maison et tout, et peut-être bouger un peu après ça pour revenir plus tard. Ouais, le monde est un grand endroit avec beaucoup de choses encore à voir, donc on sait jamais quoi. Surtout que ton métier peut t'emporter un peu n'importe où. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que dans le long terme, j'aimerais bien avoir mon propre centre de plongée. Donc peut-être ouais dans quelques années à voir. Et c'est pour toi ce qui a changé ta vie, complètement changé ta vie, parce que voilà, tu es passé de quelqu'un qui travaillait dans le marketing, la communication à Paris, à aujourd'hui être instructeur de plongée en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est ce premier départ en PVT, c'est ces voyages que tu as fait en Australie et le fait de partir? Est-ce que c'est ça qui a été le déclencheur de tout le reste derrière en fait? Bah je serais pas partie en Australie, je pense pas que ça a ouvert mon esprit comme ça l'a fait quoi. Et si tu devais parler à quelqu'un en face de toi là qui a peur de réaliser ses rêves justement et de peur de faire ce que toi tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, que ça fait peur, c'est clair, j'étais là, je l'ai fait et je pense que même si tu as des moments de doute, des moments où tu te dis: «Bah, je suis vraiment pas sûre de ce que je suis en train de faire», faut le faire parce que la vie, elle est faite de tellement d'opportunités et tellement de rencontres aussi qui ces rencontres vont influencer ta vie, pour le reste de tes jours, quoi. C'est ça qui est il faut juste il faut donner la chance, tu vois? Et t'en es la preuve humaine quand tu parles. Et j'ai l'impression qu'on est un peu pareil dans notre expérience de vie, parce que tu as quitté la France il y a quasiment 15 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, 17 ans, ouais, 17 ans. Ouais, moi, c'est une quinzaine d'années aussi. Et c'est pareil, je ne devrais pas être en Australie aujourd'hui. J'en suis jamais reparti. Toi, tu as ces expériences incroyables. Et c'est vrai que c'est marrant de voir à quel point le voyage peut marquer ta vie et changer ta vie. Et tu es la preuve humaine, c'est qu'aujourd'hui, tu habites dans un bled paumé à 2h30 d'Auckland. Pour y avoir été, il n'y a pas grand-chose sur place. Il y a deux, trois restaurants et puis quelques cafés. Mais bon, c'est un endroit très, très calme. Donc, passer une vie parisienne à ça, c'est quand même un gros choc, hein, à faire. Même pas un métier, c'est vraiment une passion pour toi. Donc, c'est génial, quoi. Ah, carrément. C'est vrai que c'est un peu calme des fois, mais ça fait du bien du coup, tu rentres en France et pendant les longues nuits d'été, tu profites un peu de la vie, on va dire, française qui est un petit peu plus mouvementée que mon petit bled, en Nouvelle-Zélande. J'aime bien que tu l'appelles mon petit bled, c'est chez toi. Avant de finir le podcast, si tu avais un mot à dire pour résumer tout ça, ou un mot de la fin, ou quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un. Hem, je pense vraiment faut juste y aller, des fois je pense que tu veux te poser trop de questions, où tu remets en question des choix et franchement, même si des galères, ça va arriver, j'en ai eu pas mal, pendant ces dernières années. Mais je pense que sur la fin faut juste penser plus loin, faut pas penser à demain, faut penser à beaucoup, beaucoup plus loin parce que ça c'est pas ce que ça peut t'apporter, quoi. Les galères, il y en aura toujours dans la vie et malheureusement, la vie est faite de hauts et de bas, mais il y a plus de hauts que de bas, heureusement. Et c'est vrai que tu sais jamais où ça va te porter, quoi. Ouais, bah, après l'inconvénient, c'est que quand tu as des bas et que tu es loin de ta famille, tu es loin de tes amis, tu es dans un pays inconnu où tu n'es pas vraiment, où tu n'es ouais, c'est pas chez toi, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Je pense que ça peut être dur à naviguer. Mais je pense aussi que tu arriveras toujours à rencontrer des gens, d'autres expats, tu vois? Qui sont un peu dans le même on va dire, qui sont là, on va dire, qui sont un peu une famille, à l'autre bout du monde et qui peuvent t'aider, quoi. Tu recrées ta petite famille à l'étranger, ta deuxième famille. C'est ça, exactement.
Bah, merci beaucoup, Carole. Franchement, déjà, c'était un plaisir de te rencontrer en Nouvelle-Zélande et une belle surprise. Donc, c'était chouette de t'avoir en personne et c'est aussi pour ça qu'on voulait t'avoir pour ce podcast de ce soir et aussi bah, parler de ton expérience en tant qu'expatrié qui a vécu en Australie en PVT, qui vit maintenant en Nouvelle-Zélande et en plus partager ta passion de la plongée. Je trouvais que le sujet était hyper intéressant. Donc, merci de l'avoir partagé avec nous. Merci pour ton temps. Et puis, bah, je te souhaite bon courage pour la suite à Toutou Kaka et on va essayer de t'envoyer beaucoup de Français qui vont venir te voir pour profiter de cette expérience incroyable de plongée. Et à bientôt, j'espère en tout cas. Super, bah merci beaucoup, en tout cas, et merci à ton équipe en tout cas.